Eh bien, bonjour à tous, bonsoir. Merci à tous de nous retrouver. Alors, vous l'avez vu, je suis sans Laurent ce soir puisqu'il a dû s'absenter. Vous saurez pourquoi dans le quiz. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un monument. Alors, un monument au sens positif évidemment du terme, un Pierre Noisa, fondateur et CEO de Paymium. Alors, si je peux dire deux, trois choses, c'est peut-être une date quand même, 2011 pour la création de Paymium et le fait que, et tu le raconteras peut-être mieux que moi, tu fais partie des quelques personnes qui ont reçu le white paper d'un certain Satoshi, le père hein, du Bitcoin. C'est quand même une chose en soi qui est assez importante et il faut le souligner. Donc Paymium, 11 ans, c'est quand même déjà une belle histoire. Est-ce que, je suis désolé, la question a déjà été posée des centaines de fois, mais est-ce que tu peux revenir peut-être sur ton rapport et le début de ton histoire avec Bitcoin? Très volontiers, Romain. Écoute, il se trouve que j'étais intéressé depuis longtemps aux questions monétaires, du fait que j'ai fait un MBA aux États-Unis. Donc, je suis passé d'ingénieur à quelque part étudiant l'économie et la finance à New York. Et donc, à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser au système monétaire qu'on nous oblige à utiliser, finalement, le système fiat que tout le monde connaît, l'euro, le dollar, etc. Donc, je me suis intéressé à la création monétaire, à des mécanismes qui n'étaient pas trop explicites, je trouve pas assez explicites, en tout cas dans le débat public. Et par ailleurs, en tant qu'ingénieur, dans mon métier, je travaillais avec des cryptographes sur des systèmes, notamment de télévision à péage. Donc j'ai trouvé, Canal+, euh, tout ça. ouais, alors Ouais. donc j'ai pas fait le lien entre les deux évidemment au début. Hein, j'étais très intéressé par les deux sujets et la cryptographie, c'est vraiment surtout la cryptographie asymétrique. Hein, c'est vraiment une découverte géniale début des années 80 pour le coup, la fameuse clé privée, clé publique, qui permet de crypter et de chiffrer les choses de manière vraiment sécurisée. Ça c'est les années 80, donc ça nous envoie très très loin, mais c'est depuis cette époque quasiment que j'ai suivi l'actualité du secteur. Donc, au fil du temps, j'ai commencé à faire un peu le lien entre les deux, puisque finalement, les gens de la tech s'intéressaient aussi au système monétaire, notamment à faire du cash électronique. Hein, c'était les premières tentatives dans les années 90, plutôt fin des années 80, mais d'autres qui travaillaient sur ces sujets. Et puis, effectivement, en 2008, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir entre les mains, de recevoir ce papier. Euh, sur le moment, bon, j'ai vu l'abstract. Honnêtement, j'ai vu l'abstract. J'ai dit, ce truc-là, c'est super, c'est de la bombe. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je l'ai lu après dans le détail, dans les jours qui ont suivi. Mais rapidement, à la lecture de ce papier, j'ai compris que ça allait devenir un truc énorme. Ça pouvait devenir un truc énorme. La seule réserve que j'avais en 2008, c'était vraiment est-ce que ça va marcher en pratique? Parce que c'était quand même un papier, c'était pas encore un réseau, une techno, etc. Ouais, tu as un concept, tu n'as pas de Voilà, technologie. mais en tant que papier, c'était, je trouvais super intéressant, très prometteur. Et donc le réseau a commencé à se développer. Là, bon, j'étais toujours en mode veille, un peu, 2009, 2010. Bon, on entend un petit peu parler sporadiquement. Et puis, entre 2010 et 2011, il y a eu une bascule où on a vu, surtout au début 2011, donc avec la première bulle, je dirais, hein, sur les premiers articles de journaux mainstream, mass media, que le truc marchait en fait. Moi-même ayant installé le logiciel et pouvant voir ses progrès, je me dis bon maintenant ça peut dire que ça marche. C'est l'heure de se lancer. Voilà, donc si ça marche, ça veut dire que ça va devenir énorme comme je pouvais le penser et du coup assez naturellement j'ai décidé de quitter le job que je faisais, une entreprise dans le secteur des paiements avec un associé à l'époque. Alors, objectivement, la boîte était censée s'occuper de paiement en carte bancaire au début, sur la base d'un brevet qu'amenait mon associé. Et puis rapidement, on a pivoté. Hein, fin 2011, on a pivoté pour faire du Bitcoin à temps plein. Là, si début 2011, c'était déjà visible, on ne pouvait plus avoir de doute fin 2011 sur le succès futur de Bitcoin. C'était déjà une paire euro-Bitcoin? Oui, alors on a ouvert donc, on peut dire un des tout premiers exchanges au monde, probablement le deuxième. Je pense que le premier, c'est MTGOX sous sa forme d'origine, où c'était Feu, du coup, ouais, Feu MTGO. un site d'échange de cartes de jeu qui donc avait une techno adaptée à une monnaie en fait. Hein, et
c'est du PHP, c'était vraiment quelque chose de... Enfin, personnellement, j'avais des gros doutes sur cette plateforme. Et donc, on s'est dit, avec mes associés, on va pouvoir construire quelque chose de mieux, qui va fonctionner. En tout cas, aussi bien que ça, c'est pas si difficile que ça à faire, en fait, dès lors qu'on connaît Bitcoin. Et donc, voilà, on a été on peut dire, je pense, le numéro 3. Peut-être que BTCE, une autre plateforme qui a disparu, existait aussi à l'époque. Donc voilà, il y avait 3 plateformes dans le monde qui existaient. Alors, c'est vrai que nous, on n'était pas offshore, contrairement à MTGOX et BTCE. C'est vrai que c'est un point qu'on évoquera. Vous revendiquez un côté très on s'est dit, fidèle, finalement. On est en France, on va essayer de travailler pour les Français, et puis envoyer de l'argent sur une plateforme, sur une banque, voilà, dans un pays un peu exotique et pas naturel pour les gens. On s'est dit, il y a une place pour un acteur qui serait un acteur local, un peu. Puis on avait, bon, à titre personnel, je suis intéressé par la tech, mais j'ai pas non plus, j'avais pas envie de risquer, je dirais, changer de mode de vie, devoir prendre mes valises et aller, parce que faire ce qu'on appelle de l'arbitrage juridictionnel, c'est-à-dire aller chercher l'endroit où on est le moins régulé pour faire son métier, ça me paraissait pas un truc très durable. Ça peut durer un temps, mais je pense qu'au bout d'un moment, on a envie de se poser, de développer. D'ailleurs, et puis la régulation se développe aussi. Et exactement, elle a mûri. Donc on a fait le pari. Alors, on a fait 2 choses importantes. Je sais pas, on a investi dans Bitcoin, ce qui nous a financé donc jusqu'à voilà, toutes ces années où il n'y avait pas encore beaucoup de clients, il faut bien le dire. Et puis, on a développé le produit avec ça, parce qu'on n'avait pas forcément de l'argent pour marketer, faire connaître Bitcoin au reste du monde, aux Français en particulier, qui, tous les jours, quand ils ouvrent un journal, on leur explique les dangers des crypto-monnaies. Donc, aller contre ça, c'est un peu difficile. Une petite boîte ne peut pas aller contre le lobby bancaire. On n'est pas à armes égales en termes de ressources, évidemment. Donc, on a plutôt choisi de développer le produit. Et de le développer en France pour s'ancrer ici et puis jouer, je dirais, avec la régulation, hein, avec les difficultés. Avec les règles du jeu local. Avec les règles du jeu qui nous sont données. Voilà, c'est un jeu, on joue et les règles, on n'a pas... Les règles, on a choisi la techno, mais on n'a pas inventé toutes les règles. Mais ça vous a réussi finalement. Enfin, 11 ans plus tard, vous êtes toujours là. Ça, c'est un premier point. On est en croissance, je dirais, continue depuis le début. On a une équipe formidable. On a un produit qui, je crois, chaque année a progressé. On a encore des idées pour faire progresser. Des volumes qui doublent à peu près d'une année sur l'autre. Ouais, c'est peut-être moins le cas en ce moment. Ça dépend. Il y a parfois des phénomènes qu'on appelle de bear market, comme en ce moment, où là, ça redescend, évidemment. Bon. Mais on recule pas. C'est un plateau. Un bear market, c'est un plateau. Et on sait que ça va repartir. Donc, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Mais il faut être patient. Je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un long game. C'est pas un truc qui permet de faire j'aime pas ces mots, mais quick win, hein, c'est pas ça Bitcoin. C'est une technologie d'infrastructure, c'est un réseau peer-to-peer, donc il faut 10, 20, 30 ans pour que ça se développe, comme Internet, comme l'email. Il a fallu 10, 20 ou 30 ans pour que ça prenne son envol. Au bout de 10 ans, Bitcoin est à peu près sur la même courbe de projection de progression qu'Internet. Donc tous les signaux sont ouverts. Et je dirais que tous ceux qui viennent aujourd'hui sur notre plateforme sont des early adopters. Parce que j'entends souvent le mot early adopter, parce que évidemment, je peux être considéré comme un early adopter, mais quelqu'un qui vient aujourd'hui sur Bitcoin est un early adopter. Quand on voit la quantité de désinformation qui peut exister, ne serait-ce que sur les questions d'énergie, débat sur le preuve d'enjeu, preuve de travail, on voit qu'on est au tout début. Voilà, on est au tout début, parce que pour que les gens sortent des énormités sur ces sujets comme ça, c'est que c'est pas mûr, en fait. C'est que les gens n'ont pas acquis cette maturité sur le sujet de la monnaie et de l'énergie. Et effectivement, c'est un de mes sujets à titre personnel de pédagogie pour faire monter un peu, transmettre ce que j'ai compris de ces 2 choses. Est-ce que tu veux dire que finalement l'usage, il est déjà là ou il est déjà apporté ? Alors, l'usage, ils sont multiples, les usages aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Pour Bitcoin, c'est vrai que c'est surtout le paiement. C'était construit pour ça et c'est fait pour ça. Ça reste la monnaie, les talons monétaires du 21e siècle, je dirais, la monnaie transfrontière apolitique dont peut-être le monde avait besoin en quantité limitée. Ça aussi, c'est important pour des questions environnementales. Et puis, il y a plein d'applications que les gens construisent par ailleurs sur des blockchains plus ou moins centralisées. Ça, c'est un autre sujet, effectivement, celui des altcoins. Si on a le temps, on aura le temps. Voilà. Si on a le temps, on le trouvera. C'est un vaste sujet proche de la R&D, je dirais, de la recherche et développement, qui n'est pas du tout mûr non plus, mais qui est intéressant, passionnant
et où on peut aussi spéculer. Moi, j'ai pas honte du mot spéculation. Pour moi, le spéculateur, c'est quelqu'un qui aide qui contribue à la formation du prix juste pour une technologie. Et ça, c'est un exercice difficile où il y a une prise de risque. Donc, il est récompensé pour le risque qu'il prend. Donc, aucun problème avec la spéculation. Quand elle est, je dirais, c'est une spéculation de progrès qui s'applique à la technologie. Oui. Après, spéculer sur des baisses ou des matières chutes. premières alimentaires, par exemple, ça, pour le coup, c'est peut-être plus discutable. Enfin, autre sujet. Mais sur la technologie, je vois pas d'objection à spéculer, puisque il y a une prise de risque et il peut y avoir effectivement une récompense pour le spéculateur qui choisit, voilà, qui choisit bien. Fort de ces 11 ans d'expérience, quel regard tu portes sur votre trajectoire à vous, hein, celle de Paymium en France et à l'étranger, et sur peut-être les soubresauts qui ont quand même animé la cryptosphère, enfin globalement le monde des crypto-monnaies et Bitcoin Oui. sur 10 ans. Quand même. Oui, oui, bah c'est vrai que c'est quand même, il faut avoir le cœur bien accroché, comme on dit. Hein. C'est pas quelque chose qui est recommandé pour des gens qui veulent quelque chose de très linéaire, etc. C'est pas la mer d'huile, quoi. On est voilà, il y a des plateaux, il y a des bears, ce qu'on appelle les bear markets, donc ces passages comme en 2015. Hein, ceux qui étaient là en 2015 s'en souviennent, mais pas forcément ceux qui sont arrivés après. Mais si on a dans le chat qu'il se signale. Hein. mais c'était pareil, c'était un prix complètement flat. Donc pour une techno qui est censée progresser comme une techno réseau, donc de manière quadratique, voire exponentielle, voire hyperbolique. On parle beaucoup de techno exponentielle, donc restons là-dessus. C'est vrai que quand c'est flat, du coup, on s'inquiète. C'est normal quand c'est plat. Et c'est le cas en ce moment, et c'était le cas en 2015. Donc il y a des moments où il faut se dire, bah, ça veut dire juste qu'il faut que ça mûrisse, tant au niveau de la techno que de l'éducation du public, et ça fait partie du jeu. Donc on a eu ces périodes, et c'est là où notre investissement précoce, je dirais en 2012, nous a permis d'avancer, parce que le financement en France est quand même compliqué. Je rappelle qu'on a des concurrents, des plateformes concurrentes que je ne citerai pas, je le ferai peut-être. Voilà, qui ont levé beaucoup d'argent auprès d'investisseurs, on va dire, bah oui, américains ou chinois, hein, pour pas les nommer. Parce que c'était possible dans leur juridiction, je dirais. Et malheureusement, en France ou en Europe, généralement en Europe, pas seulement en France, c'est quand même très compliqué de financer de l'innovation qui soit une vraie innovation. Ouais. On finance bien l'optimisation, ce que j'appelle moi l'optimisation, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec quelque chose qui va optimiser un processus en le numérisant. Bon, ça se finance très bien. Mais la vraie innovation comme Bitcoin, et surtout si elle est open source et peer-to-peer, c'est plus compliqué. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais du coup, c'est ça peut-être pour toi le responsable du fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut se lancer, veut investir dans Bitcoin, dans une autre crypto, spontanément, on va plutôt lui dire, va sur cette plateforme qui commence par Bi et qui finit par Nance. Ah, alors, oui, ça, on entend ça. En même temps, on connaît un peu le profil, hein, des utilisateurs. L'utilisateur a plutôt intérêt à avoir plusieurs comptes, hein, sur plusieurs plateformes. Il a intérêt à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, s'il ouvre un compte sur une de ces plateformes offshore, que j'appellerais offshore, il a aussi intérêt à ouvrir probablement un compte chez Paymium, parce que ces plateformes, bah, elles peuvent fermer, elles peuvent tout d'un coup demander avoir un contexte réglementaire qui change, parce qu'elles sont à l'étranger, on ne suit pas forcément ce qui se passe aux États-Unis ou en Asie, et du coup demander voilà, un niveau de vérification tout d'un coup. Et donc en attendant, elle va geler vos avoirs. Donc c'est bien, je pense que c'est une bonne pratique d'avoir plusieurs comptes pour ne pas être coincé, j'ai envie de dire, le jour où on veut vendre ces bitcoins ou en acheter, ou ces altcoins, sur Paymium, on peut le faire. On sait qu'on pourra le faire de manière relativement continue, puisqu'on a un environnement réglementaire, certes contraignant, mais assez stable. Et ça ne change pas, je dirais, tous les ans. Il y a des affinements à la marge, mais globalement, on a la même pratique. Ce qu'on fait aujourd'hui en matière d'ouverture de compte n'est pas très différent de ce qu'on faisait j'ai envie de dire, il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans aussi, on voulait savoir à qui on avait affaire, on ne voulait pas faciliter le blanchiment d'argent, enfin, on n'avait pas envie d'aller en prison, mes associés et moi, donc on n'avait pas envie d'être complice de ce genre de pratique. Il y avait la même exigence, quoi. Oui, c'est une exigence qui me paraît assez naturelle quand on fait un deal avec quelqu'un, et surtout quand on met en relation des gens les uns avec les autres, qui est le rôle d'une plateforme comme la nôtre. Aujourd'hui, Paymium, c'est à peu près 250 000, c'est ça, utilisateurs? Exactement, c'est l'ordre de grandeur. Ça progresse aussi en volume, ça progresse en utilisateurs actifs et
et en volume chaque année, comme je le disais. Ouais. Il y a des plateformes d'échange sur lesquelles on peut acheter énormément de cryptos et de paires différentes. Vous faites plutôt le choix de justement de réduire le choix, ou en tout cas... on est un peu sélectif. Voilà, exactement. Ouais, on est un peu sélectif, c'est vrai, parce qu'on ne veut pas que nos clients perdent aussi. Parce que si le client est perdant, quelque part, il va en vouloir à la plateforme, même si... c'est certain. Même si, en vrai, la plateforme, il est pour rien, parce qu'il a choisi tout seul d'investir dans tel ou tel altcoin, et il s'est brûlé les ailes, je dirais, sur une fausse promesse. Voilà, c'est ça le problème des altcoins, c'est qu'il y a des fausses promesses. Donc, on essaye de prendre ceux qui nous paraissent vraiment, je dirais, qui offrent un niveau de transparence quand même satisfaisant sur où ils en sont, où ils vont, etc. Donc, ça limite tout de suite le nombre de coins. Alors, après, il y en a qui pourraient être listés, qui ne le sont pas, mais ça, c'est plus pour des raisons de liquidité aussi, parce qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait un peu de liquidité. Alors, ce qu'on a fait depuis peu d'ailleurs, ça fait partie des mises à jour, c'est d'être broker, c'est-à-dire qu'on fait de l'achat-vente de nos propres coins. Donc, on source nous-mêmes des altcoins et on les propose à la vente et à l'achat. Donc ça, c'est du listing, je dirais, en mode broker, ce qui est le cas de ce mode de fonctionnement est celui de 99% des plateformes sur Internet. Les exchanges comme nous sont relativement rares en comparaison. Les deux, en fait. On fait donc la plateforme d'échange pour le Bitcoin euro et pour les altcoins, plutôt achat-vente en mode broker. Alors, je t'interromps rapidement parce que je veux quand même saluer Black Pearl 31 qui nous dit « Présent depuis 2014, qu'est-ce que j'étais fier quand j'ai pu vendre mon Bitcoin acheté 400 € et revendu 400 $ et revendu 1400 $. C'était une autre époque. » Effectivement. Alors moi, j'étais pas encore sur le dossier, mais félicitations Black Pearl. Je rebranche un petit peu. L'erreur dollar-euro, elle est importante. Le choix de vous lancer vraiment sur l'euro, j'imagine que vous avez fait un choix, c'était la France. Et celui de l'euro, il est assez clair, mais c'est vrai que souvent, quand on parle du Bitcoin, on est plutôt concentré à fond sur le dollar. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça change? J'imagine que ça a des spécificités. C'est vrai qu'on aurait pu se lancer sur le listing Bitcoin-dollar dès 2011. En fait, les autres plateformes étaient sur cette paire Bitcoin-dollar. Mais on s'est dit que finalement, pour les Européens, c'était plus difficile d'acheter des Bitcoins à cause de ça. Bien sûr. Il y avait une sorte de barrière psychologique du fait que c'était listé en dollars. Donc on s'est dit, c'est peut-être un avantage concurrentiel de faire autrement, de faire en euros, justement. En plus, ça permettait donc d'avoir cette banque, d'avoir qu'un intermédiaire bancaire, finalement. On s'est dit, ça va peut-être être juste plus simple à gérer pour une petite boîte qui démarre que de passer en dollars. Mais je dois reconnaître que ceux qui ont fait le choix du dollar à l'époque ont été gagnants, mais ils étaient en mode un peu, on va dire, voilà, ils prenaient quelques libertés avec la réglementation à l'époque, faut être clair. Donc ils ont une sorte de dette réglementaire si on vient leur demander des comptes sur cette époque-là. Alors je pense qu'il y a prescription maintenant, parce que ça fait maintenant pas mal de temps, mais voilà pourquoi on a fait... alors que je comprenne bien, je te l'ai dit en amont, je ne suis pas versé dans les cryptos autant que toi. Comment ils ont pu jouer éventuellement avec les règles du jeu? Ils étaient à l'étranger, ils étaient dans les pays de l'Est notamment, ils étaient au Japon dans le cas de MTGOX, donc ça permettait effectivement, oui, c'était surtout pays de l'Est et Japon en fait à l'époque, au tout début. Et aux États-Unis après, très vite en 2013, il y a eu les Américains. Donc les Américains ont eu des facilités avec le système bancaire américain en fait. Contrairement aux Européens, les Américains favorisent leur start-up. On va en parler, bien sûr. C'est peut-être plus simple parce qu'il y a que Washington et ils sont tous américains, alors qu'à Bruxelles, c'est comme on le sait, il y a une constellation de pays et que ils sont juste pas toujours tous dans la même direction. Il n'y a aucune efficacité et alors que les Américains sont efficaces dans le financement de leur start-up et pour les aider, ne serait-ce qu'à se raccorder au réseau bancaire. Voilà, c'est ça qu'ont pu faire nos concurrents américains, se raccorder au réseau bancaire américain domestique. Que nous n'avions pas, on n'était pas encore... Vous y êtes parvenu quand, vous? On peut dire qu'on y est parvenu avec la réglementation qui a commencé à se mettre en place autour des années 2015-2016. Je dirais qu'à partir de là, on était correctement câblé, mais avant c'était compliqué. Ça reste compliqué, il y a encore des banques françaises qui disent à leurs clients est-ce que vous êtes sûr que vous voulez investir dans les crypto-monnaies quand ils veulent faire un virement vers une plateforme d'échange? Donc, est-ce que c'est une pratique quand même incroyable? C'est comme si on demandait
avant d'acheter quelque chose, est-ce que tu es sûr de vouloir l'acheter? Oui, on n'interroge même pas ta solvabilité, on interroge Ouais, c'est juste, la raison de est-ce que ton tu n'as pas choix. perdu la tête, tu vois, parce que tu vas acheter des cryptos? Ben non, au contraire, c'est un choix réfléchi. Je pense que les gens qui achètent des cryptos aujourd'hui, c'est ceux qui ont réfléchi au système monétaire, justement. C'est plutôt les autres qu'il faudra interroger sur êtes-vous sûr que vous voulez continuer à n'utiliser que Ouais, l'euro? ok. Je pensais que ça avait évolué parce que j'ai écouté un podcast, c'était un épisode de Cryptost où tu intervenais fin 2020 et finalement il y a beaucoup de choses qui ont bougé entre-temps. Vous avez eu il y a eu des labels, enfin j'ai Oui, l'impression quand même que les choses avancent, oui. mais là ce que tu me décris c'est quand même des pratiques à Oui, l'ancienne, hein, voilà, il y a des choses, ça avance en crabe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent, puis il y a quelque chose qui reste en arrière et qui va peut-être, ou c'est par palier comme on disait. Mais oui, il faut pas, c'est pas une croissance linéaire et une progression linéaire. Il y a des plateaux, c'est clair, et il faut faire avec, quoi. On avance à un rythme qu'on voudrait tous plus rapide, mais les bonnes choses prennent du temps. Et dans le contexte actuel où on parle beaucoup de l'inflation, on a vu aussi que le cours du Bitcoin était quand même moins haut que, enfin on l'a connu plus haut, hein, Oui, oui, c'est ce que j'appelais le bear market. voilà. Est-ce que toi, ça a changé, enfin, est-ce que le contexte actuel change ta façon de voir le potentiel du Bitcoin? C'est vrai que je t'ai pas encore interrogé sur tes convictions par rapport au Bitcoin, mais Mm. est-ce que déjà la situation actuelle change éventuellement ta façon de voir et d'approcher le Bitcoin? Alors, pas du tout, parce qu'on a déjà connu donc ces situations dans le passé, hein, comme je disais en 2015, mais même plusieurs fois après. C'est temporaire, ça ne dure pas. Après, ça repart à la progression, puisque c'est mécanique, c'est un réseau dont la technologie progresse chaque année. Il y a des releases chaque année, donc ça progresse. L'adoption progresse chaque année. Chaque année, il y a des gens qui apprennent que ça existe, juste ça même, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui ne savent même pas que ça existe. Et puis, surtout, il y a ceux qui le découvrent en mode ah ben, c'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont fait le minimum de recherche personnelle pour se dire bah, finalement c'est utile. C'est pas comme ce que me disent certains lobbyistes. C'est inutile parce qu'ils s'en servent pas. Ouais. Évidemment, si on fait pas de char à voile, on trouve que le char à voile c'est inutile. Donc c'est une technologie optionnelle. La technologie c'est optionnel. Hein. Mm. C'est contrairement à l'euro dont l'usage est obligatoire. Les crypto-monnaies sont par définition libres. Personne n'est obligé de les utiliser. C'est ça qui fait leur force aussi. Mais du fait qu'elles sont pas, vous êtes pas, enfin, personne n'est obligé de les utiliser, bien forcément la progression se Ça fait dépend de l'usage, ça par dépend de... ouais. l'éducation, la prise de conscience et les circonstances aussi qui amènent les gens à s'y intéresser, je dirais, voilà, de manière volontaire, et Mm. non pas parce qu'ils sont forcés d'aller dessus. Alors il y a des fois où ils sont quasiment forcés d'aller dessus, c'est quand il y a des gels des avoirs. C'est arrivé à Chypre notamment Mm. il y a quelques années, où les Chypriotes ont eu leur compte bancaire gelé par la Banque centrale chypriote. Exactement des raisons, mais donc certains ont eu ce qu'on appelle un haircut. Hein. Donc Bah, là, on le voit au Liban, hein, c'est le particulièrement Liban compliqué est une autre aujourd'hui. Ouais. circonstance, l'Argentine l'a été aussi en son temps, l'Amérique latine de manière générale a des soucis avec ses systèmes monétaires, parce que c'est une zone monétaire, je dirais, un peu vassalisée par les États-Unis avec le côté dollar. Donc tout ça amène les gens sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin en particulier, parce Ouais. que en vrai, la monnaie internationale, l'étalon monétaire, c'est Bitcoin, c'est pas les altcoins, hein, évidemment, puisque eux n'ont pas la pérennité garantie, je dirais, que peut avoir Bitcoin aujourd'hui, puisque Bitcoin s'est installé, il n'y a pas d'exemple de réseau Mm. de la taille de Bitcoin, je dirais aujourd'hui, qui a disparu comme ça par enchantement. Qu'ils Oui, arrêteraient. puis c'est vrai qu'il y a aussi Bitcoin, on a l'impression que c'est une monnaie qui va dans un sens. On connaît sa finalité, Ouais. sa finitude, on la connaît aussi. Exactement, il y a beaucoup de choses qui sont bien définies, qui bougeront pas et qui bougent pas. C'est ça qui fait qu'on peut construire dessus, et surtout et c'est ça qui fait que c'est une infrastructure mondiale, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas je dirais tiré à hu et à dia par des tas d'exigences marketing pour telle et telle fonctionnalité nouvelle. Il n'y a pas cette pression sur Bitcoin. Personne demande à Bitcoin des fonctionnalités exotiques. On attend que les altcoins peut-être développent telle ou telle fonctionnalité, et ensuite on se demande comment peut-être les faire sur Bitcoin, si ça a un intérêt, ce qui n'est pas toujours le cas. Les smart contracts, il y a toujours une question sur les smart contracts, surtout le passage à l'échelle de tout ça. C'est pas tellement le smart contract en lui-même, mais c'est sa capacité à scaler, comme on dit en franglais, passer à l'échelle. Et ça, le jour où ce sera possible, faire sur Bitcoin aussi. Mais franchement, c'est pas du tout
feuille de route de Bitcoin. La feuille de route de Bitcoin, c'est de continuer à se développer en tant qu'étalon monétaire international et réserve de valeur, moyen de paiement, etc. Donc c'est vraiment la fonction monétaire que c'est. Alors j'ai parlé parfois de la certification parce que du coup, comme sa blockchain est vraiment immuable, contrairement à beaucoup d'autres, comme elle est vraiment immuable, elle peut servir de réserve de preuve pour des applications de certification. Mais ça reste une application à la marge. Ouais. C'est pas des applications rentables. Que proposent d'autres blockchains voilà. également. Et entre nous, la certification de documents, c'est pas forcément très juteux comme business model. Donc, oui, ça peut être intéressant, mais mais à la marge, que parce que ça peut, si c'est que le business model n'est que celui-là, c'est un peu compliqué de le rentabiliser pour des raisons que je pourrais expliquer, mais c'est pas forcément le sujet. Je veux bien qu'on s'attarde sur un point, c'est que du côté de Paymium, vous avez une offre qui s'adresse aux commerçants, qui peuvent proposer du paiement en Bitcoin. Et c'est vrai que j'en parlais avec Laurent, qui n'est pas là ce soir. Vous saurez pourquoi un peu plus tard, pas plus tard que ce midi. Et il me disait, en fait, l'un des problèmes qui bloque avec Bitcoin, c'est sa capacité à réagir rapidement, c'est-à-dire à se rafraîchir, à valider les transactions de façon rapide, surtout si jamais il y a des micro-transactions, des petits paiements. Ouais. Mais j'ai cru comprendre que ça, c'était en train d'évoluer. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que pour les micro-paiements, parce que enfin, il y a deux choses. C'est-à-dire que pour payer son café, déjà, la confirmation, le risque que prend le cafetier en attendant les 10 minutes de la première confirmation, me paraissent un peu disproportionné par rapport à ce risque est quasiment nul. En fait, que quelqu'un monte une attaque de double dépense sur un montant faible, le coût de monter l'attaque est juste supérieur au prix du café. Okay. Donc je vois pas trop la logique. Donc après, si c'est sur une transaction d'un montant important, là on attend les 10 minutes sans aucun problème, parce que pour un montant important, de toute façon, si vous prenez un autre moyen de paiement, que ce soit un virement, une carte bancaire, etc., la carte bancaire, il faut en gros une semaine, voire plus, avant que le commerçant touche son argent. Et même, il y a des possibilités de recours jusqu'à 13 mois après la transaction sur la carte bancaire. Donc, le risque que prend le commerçant est bien plus élevé que sur une transaction Bitcoin. Sur un paiement sans contact, il y a des risques de contestation. Okay. En tout cas, alors s'il y a saisie du code et tout ça, peut-être pas. Hein, mais par contre, il y a un délai pour recevoir l'argent qui est d'au moins une semaine. Donc au moins le J+1, J+2. Donc par rapport aux 10 minutes de Bitcoin, c'est rien. Et le risque là encore de monter une attaque, enfin le coût de monter une attaque peut à ce moment-là devenir motivant, mais si on vend, je sais pas moi, une voiture, on va peut-être attendre 10 minutes dans le bureau du commerçant. Une voiture, ça s'achète pas en 5 minutes. Donc, mais ce problème-là, il n'est pas adressé. En fait, c'est un faux problème qui est posé souvent, mais c'est un problème qui n'existe pas vraiment en fait. C'est intéressant. Il faut. Alors effectivement, si on se dit je fais du online, je suis commerçant en ligne comme Amazon, effectivement, si je prends un risque un peu plus grand parce que j'ai un gros volume d'affaires. Donc, si je prends des transactions non confirmées, zéro conf, je prends un risque un peu plus grand. Mais objectivement, ce risque est comparé au risque que le commerçant a sur la carte bancaire, par exemple, où le taux de fraude est significatif. Okay. Je pense que le risque est vraiment négligeable et qu'on fait, on peut en tant que commerçant, on peut très bien accepter les transactions zéro conf. Alors, si c'est en ligne, en plus, pour expédier, je ne parle qu'un bien immatériel, parce que si c'est un bien matériel, de toute façon, le temps d'expédition, les biens supérieurs, la mise en paquet du bien qu'on va expédier, ça prend plus que le temps de la confirmation. Là encore, on ne fait pas un paquet en 10 minutes après la commande. Donc, je vois pas, encore une fois, je vois pas trop le problème, en fait, pour le commerçant. Mais c'est plus de l'ordre psychologique. Pourquoi? Parce qu'il y a des marketeurs qui ont marketé des altcoins en disant regardez ma blockchain, elle fait un bloc toutes les 12 secondes, sans viser personne, comme Ethereum, pour ne pas les citer. Bon. Alors, c'est mieux. Non, c'est pas mieux, en fait, c'est juste différent, mais c'est pas mieux. Parce que si on fait un bloc toutes les 12 secondes, ça veut juste dire que pour avoir le même niveau de sécurité que Bitcoin, va falloir attendre plus longtemps. Donc, au lieu d'attendre un bloc comme avec Bitcoin, on va attendre que ça passe un peu plus. Voilà, parce que si on combine le taux de hachage du réseau et la durée, on a la puissance qu'il faut déployer pour faire une attaque de double dépense. Bon, tout ça est quand même très... pour un commerçant, je pense que c'est un peu abscon. Et donc, c'est facile de lui dire, vous voyez, on fait un bloc au bout de 12 secondes, donc c'est mieux. Non, c'est juste pas mieux, en fait, mais c'est difficile. C'est comme les fake news. Ça coûte rien de produire des fake news.
ça coûte de l'argent de produire de la vraie information C'est ça, ouais. et surtout de Et démonter combattre. les fake news. Ouais, bien sûr. Et c'est pareil pour cette histoire de blocs. Donc le résultat, c'est qu'effectivement, les commerçants, je pense, s'auto-censurent un petit peu en se disant non, c'est trop compliqué, l'histoire des blocs et tout ça, 10 minutes. En fait, ça n'a rien à voir. Et vous arrivez, votre discours, il touche Ah bah quand non, même on cette explique cible, ça aux vous arrivez- commerçants, ouais. à tous les commerçants qui viennent nous voir, on peut leur expliquer ça et on le fait. Mais effectivement, l'obstacle, à mon avis, il n'est pas là. L'obstacle, c'est un problème de masse critique de clients. Parce que si vous acceptez les bitcoins ou a fortiori un altcoin, bah, il y a un petit nombre de porteurs dans la masse des clients. Il y a un petit nombre de porteurs. Donc vous allez faire un effort d'intégration d'un nouveau moyen de paiement qui va concerner une petite minorité de vos clients. Et ça, je pense que c'est le principal frein. Mais à l'inverse, on peut prendre le truc dans l'autre sens et se dire, bah, si on fait ça en tant que commerçant, on peut communiquer et on va attirer une communauté, parce que les commerçants sont friands de communauté aussi. Et à ce moment-là, on va taper dans la communauté des crypto-enthousiastes. Et cette communauté-là, elle est plutôt jeune, affluente, etc. C'est une question d'image. Donc, si j'étais commerçant en ligne ou en physique, aujourd'hui, je le ferais. Mais pas parce que je suis convaincu des crypto-monnaies, parce que je trouve que ça fait sens. Mais c'est difficile d'en convaincre des commerçants qui sont bombardés de messages contradictoires. J'imagine de leur banque qui va leur dire n'y allez pas. Et des altcoins qui vont leur dire regardez mon altcoin, il est plus beau que les autres, ce qui a pour résultat de freiner en fait l'adoption, parce que si on est dans une compétition entre les crypto-monnaies, le commerçant va se dire mais alors lesquelles il faut que j'accepte. Donc tout ça est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je pense qu'il faut accepter Bitcoin parce que quelqu'un qui a des cryptos, il peut payer en Bitcoin, quels que soient il va avoir le moyen de payer en Bitcoin. Et puis après, on a un risque, à mon avis, très faible, une opportunité de pouvoir adresser une communauté intéressante. On avait une AMA la semaine dernière où justement Laurent utilisait un exemple, c'était celui d'un barbier qui accepte le paiement en Bitcoin. Vous, est-ce que l'une de vos facilités, c'est de dire justement, oui, tu vas pas avoir des euros que payent tes clients non cryptophiles d'un côté et ceux qui vont te payer en Bitcoin, chez nous, tu auras un compte et ta crypto va rester dans un coin. Au contraire, j'imagine que vous valorisez le fait de pouvoir ramener très vite ces bitcoins pour les transformer en euros et les agréger au compte principal. Effectivement, le commerçant qui ouvre un compte chez nous, il a un compte euro et un compte bitcoin et il peut choisir, c'est paramétrable sur son compte, de convertir tout en euros instantanément quand il reçoit un paiement. Donc même pour son directeur financier, j'ai envie de dire que c'est complètement transparent dès lors. Parce que si on convertit immédiatement en euros, on utilise le réseau bitcoin vraiment que comme un réseau de paiement. On n'utilise pas la monnaie Bitcoin à ce moment-là. On utilise juste le réseau comme un réseau Visa. Donc je vois pas trop l'objection que pourrait lever un comptable ou un directeur financier pour ça, dans ce cas-là. Après, si le commerçant est un peu dans une logique plutôt aussi de mettre un peu d'argent de côté ou d'investir un peu dans la tech, il va mettre, mettons, 10, 20, 30% de ce qu'il reçoit, il va le garder. Bien sûr. Et à ce moment-là, en général, il ne le regrette pas dans la durée. Et dans quelle mesure le cas du Salvador, dont on a beaucoup entendu parler ces 2 dernières semaines, où globalement l'adoption du Bitcoin comme deuxième monnaie officielle après le dollar, c'est plutôt mal passé de ce que j'ai pu lire. Comment toi tu interprètes ça et à quel point vous devez faire effort de pédagogie pour dire c'est pas tant la merde que ça, c'est pas... Alors déjà, c'était un événement parce qu'effectivement c'est le premier pays qui disait on utilise une monnaie étrangère aujourd'hui, on va garder le dollar, mais on va ajouter une monnaie apolitique. Ça paraît plutôt du bon sens en fait. On s'enlève aucune possibilité en fait, comme ça ils n'ont rien perdu en ajoutant le Bitcoin comme monnaie légale. Ils n'ont rien perdu. Après, que ce soit bien ou mal passé, je suis pas sûr qu'on soit en mesure de dire encore. En quoi c'est la faute du Bitcoin? Et surtout si ça s'est mal passé. Moi, j'ai pas ces retours-là personnellement. Il y a des gens qui l'utilisent. La techno a progressé, la techno qu'ils ont mis en place a progressé. Donc, alors après, ils ont associé un peu Bitcoin avec le réseau Lightning qui lui-même est en construction. Donc, c'était un peu ce que j'appellerais le double saut périlleux. Quand on prend une nouvelle monnaie, on pouvait commencer par Bitcoin, main chain, la blockchain, et ensuite rajouter Lightning peut-être pour des micro-paiements. Je crois que c'était pour qu'en gros, toutes les personnes qui ouvraient leur compte, ils héritaient de 40... L'homme de la rue, disons. Je pense que c'était peut-être aller un peu vite. S'il y a une chose qu'on peut dire de l'expérience du Salvador, c'est qu'ils vont peut-être un peu vite. Il faut d'abord de la pédagogie. Ils ont oublié l'étape pédagogie, en fait. Il faut
déjà expliquer aux gens voilà, comment fonctionne la monnaie, etc. Ce qui me paraît naturel dans un monde où, de toute façon, un des grands sujets du XXIe siècle, c'est l'énergie. Et la monnaie est une représentation de l'énergie, du travail, hein, de manière générale, mais l'énergie au sens encore plus large. Donc, éduquer les gens, faire monter les gens en compétence sur l'énergie, comment elle fonctionne, etc., c'est important. Et ce faisant, on va parler de monnaie. En quoi on monétise l'énergie avec la monnaie, en fait. Et on monétise le travail des gens. Quand vous faites un emprunt à la banque, vous avez des nouveaux euros, c'est la monétisation de vos efforts pour rembourser cet emprunt sur les 5 ans ou 10 ans qui viennent. On a monétisé votre énergie future. Donc, si on a compris ça, on comprend que Bitcoin, on monétise de l'électricité, le mineur a monétisé de l'électricité, de l'énergie qu'il a payée par ailleurs, et ça se comprend aussi, et il amène la preuve qu'il a bien monétisé de l'énergie, que il n'a pas fabriqué ça à partir du vent, quoi. Il a vraiment monétisé de l'énergie. Donc, et c'est vrai pour l'euro aussi. Le problème de certains altcoins, c'est qu'effectivement, ils ne monétisent pas d'énergie, donc il n'y a pas de contrepartie énergétique. Et ça, pour la monnaie, ça peut être un problème. Ça veut dire que la valeur de la monnaie repose uniquement sur la communauté. Et sur le contrat social, je dirais. Et ça, le contrat social, c'est par définition beaucoup plus je dirais, sujet à discussion que de l'énergie. Là, sur l'énergie, on est dans le dur, je dirais. Hein. C'est la vraie richesse, c'est l'énergie. La création de richesse, c'est rendre de l'énergie utilisable. Oui, et puis on a vu avec l'exemple de Luna que c'est pas forcément la communauté, mais que tout le monde n'est pas toujours de bonne foi et ni de bonne intention. Quand c'est une communauté, surtout si elle est centralisée, comme effectivement Terra Luna, si elle est centralisée, on peut craindre des dérives. Alors que s'il y a de l'énergie, dans le cas de Bitcoin en particulier, l'énergie, en plus de l'énergie prouvée, qu'on a la preuve dans chaque pièce de monnaie, il n'y a pas de questions, je dirais. Dans le cas de l'euro, il y a des questions sur la capacité de remboursement. Parce que si on monétise l'énergie future des gens, la question devient, est-ce que les gens vont être en mesure de fournir cette énergie ? Parce qu'on l'a monétisé. Combien d'énergie faudra-t-il pour 1 euro en termes de travail aujourd'hui ? Parce que l'euro ne vaut de moins en moins, quoi. Alors voilà, c'est déjà, est-ce qu'on va être en mesure de rembourser cette dette ? Alors la dette publique, la France, c'est 3 000 milliards, en fait c'est 8 000 milliards, parce qu'il faut rajouter les retraites de la fonction publique dessus, donc c'est 8 000 milliards en vrai, même si le chiffre qui est cité, c'est 3 000. Là, je te crois, j'ai pas fait mon travail. On peut douter de la capacité à rembourser, effectivement. Il y a effectivement, alors la réponse à cette objection est en général de dire c'est le progrès technique. Effectivement, le progrès technique fait que chaque personne peut amener davantage d'énergie. Hein. Si on remplace une machine remplace 100 personnes, on remet une machine dans le circuit, on a tout de suite 100 personnes de plus qui amènent leur énergie. C'est la machine en vrai, mais c'est le progrès technique. Donc ça va permettre de rembourser. Ça, c'était la réponse. Sauf que le progrès technique, comme tout, c'est la loi des retours décroissants. À un moment, ça atteint un plateau. Est-ce que ça va suivre cette courbe exponentielle constamment ? Si oui, on explose au niveau thermodynamique la planète. Donc ça, c'est le problème de l'environnement. Donc, on ne peut pas avoir à la fois le progrès technique en mode exponentiel et la préservation de l'environnement. Il faut choisir entre les deux. Et si on n'a pas ça, c'est-à-dire que cette monnaie en création exponentielle comme l'euro, voilà. Je dis en gros qu'on est trop gourmand, quoi. Alors je dis pas ça, je dis qu'on est régi par la troisième loi de la thermodynamique qui dit que en tant que structure thermodynamique, structure dissipative, pour être précis, la troisième loi dit qu'on s'auto-organise pour maximiser le flux d'énergie en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Je dis qu'en tant qu'espèce parce que ces structures dissipatives sont imbriquées les unes aux autres, depuis les particules élémentaires jusqu'aux espèces vivantes, jusqu'aux planètes, jusqu'au univers. Attends, je ramène un peu de concret, ça veut dire qu'en gros, c'est très concret, c'est de l'énergie, c'est concret. Mais c'est invisible. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est invisible. C'est qu'en gros, on profite au maximum de l'énergie qui nous est offerte pour prospérer. C'est une loi thermodynamique, c'est-à-dire qu'on est programmé, je dirais, en tant que structure dissipative pour maximiser ce flux d'énergie. Donc dire aux gens on va être dans la frugalité ou la décroissance, c'est aller contre cette loi. Et ça me paraît compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire la crise climatique est une crise démographique. Disons que c'est une crise. On est trop nombreux, donc forcément on va brûler tout l'environnement si on continue
sur cette courbe-là. Mais aujourd'hui, un être humain, je crois qu'on est sur en moyenne, hein, c'est 20 MWh par an hein, d'utilisation énergétique. J'aime pas le mot consommation, d'utilisation énergétique, parce qu'il y a juste transformation d'énergie. Ouais. On transforme des aliments, on transforme de habille, l'énergie. Sont donnés, on le transforme par le travail manuel et intellectuel. Et un peu de chaleur aussi, on doit se maintenir à 37 degrés. Donc ça c'est le poids énergétique d'un habitant de la planète Terre, c'est 20 MWh par an. C'est la moyenne. Donc les Américains sont à 60, les Français sont à 30, en Afrique les gens sont plutôt à 10. Ouais. Donc, mais c'est une moyenne. Et faire bouger une moyenne sur 8 milliards d'habitants, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, on va demander aux Américains de passer de 60 à 50, mais dans le même temps, les Africains vont peut-être passer de 10 à 20. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, je ne crois pas qu'on se fera baisser la moyenne. Donc, si on ne fait pas baisser la moyenne, ça veut dire que la crise, elle n'est pas énergétique, elle est démographique. C'est intéressant. Mais alors, évidemment, ça va à l'encontre du discours officiel, puisque le discours officiel, la monnaie qui se crée en quantité illimitée, c'est un mythe, c'est une illusion qu'on peut continuer. Et la réponse, donc, c'est soit on continue, en gros, soit on fait de la décroissance. Oui, bien sûr. Il n'y en a aucun qui est malthusien, qui dit il y a un problème démographique. Pourquoi ? Parce que personne ne peut se faire élire sur un programme malthusien. C'est pas politique. C'est pas politiquement correct. Oui, c'est difficilement tenable quand même de dire que... Si, c'est tenable. Quand je suis né, on était 3,5 milliards. La population a doublé. Quand je suis né, moi, donc je suis pas un ancêtre si vieux que ça. Et là, on est à 7 milliards. Donc, c'était possible de vivre très bien. On vivait peut-être même mieux dans les années 60, 70 que maintenant. Donc, faut pas me dire qu'on peut pas revenir à 3,5 milliards d'habitants. C'est pas vrai. Après, la pyramide des âges, elle doit être différente. Si on vit jusqu'à 80, 90, 120 ans, la pyramide des âges, elle est modifiée. Ouais. Évidemment qu'on va être jeune que 10 ans. Enfin, on est enfant qu'une dizaine d'années. Hein, donc, si on rajoute des années après, on n'a pas plus d'années d'enfance, etc. Donc, il faut admettre ça. Ça, c'est un saut conceptuel qu'il faut faire pour envisager la démographie différemment. Aujourd'hui, on est sur des démographes, je dirais, qui disent la même chose depuis 50 ans, en fait. Des démographes, je suis ce qu'ils disent, ils disent on continue comme ça, c'est pas grave, ça va se stabiliser, vous allez voir, tout ira bien. On va s'arrêter à 9 millions. Ça va bien se passer. Il y a un ministre qui disait ça va bien se passer récemment. En gros, c'est ça. Et ben non, ça va pas bien se passer parce qu'on est sur des courbes exponentielles en matière de consommation énergétique et de croissance démographique surtout. Et les deux sont liés. C'est-à-dire qu'en fait, la croissance démographique n'est que le résultat du fait qu'on a commencé à utiliser de l'énergie fossile. Jean-Marc Jancovici explique ça très bien dans son livre et dans ses interventions. C'est à partir du moment où on a eu du pétrole qu'on a libéré les gens pour s'éduquer, s'occuper des enfants. Et c'est là que la population a explosé aussi. C'est pas voilà, c'est le progrès en fait. C'est le progrès qui a fait que la durée de vie a augmenté. Parce qu'il y a eu du progrès. Pourquoi il y a eu du progrès ? Parce que les gens étaient éduqués et nombreux. Donc, quand les gens sont éduqués et nombreux, il y a des savants qui font des découvertes. Sinon, s'ils sont tous au champ, on plafonne très vite au niveau de la recherche et du progrès. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qui sont liés. Mais ma conclusion, après avoir réfléchi à ce truc depuis quand même pas mal d'années, c'est qu'on n'est pas dans une crise climatique, on est dans une crise démographique. Et alors, je vais garder ça de côté et pour peut-être interroger le rôle de Bitcoin là-dedans. Enfin, en quoi Bitcoin peut être intéressant dans ce cadre-là? Ça fait partie de la solution, mais pas du problème. Ça, je veux bien qu'on le garde de côté parce qu'on nous a posé la question de savoir si le quiz était déjà fait. Donc, je suis désolé. C'est très terre à terre comme question, mais on va le faire parce que mine de rien, il nous reste un quart d'heure et qu'après, tu dois filer. Alors, j'ai plein d'autres questions. On n'a pas évoqué la crise en Ukraine, tout ça. On verra si on a le temps. Mais bon, là, vu comme on est parti, je ne suis pas sûr. Mais je veux bien qu'on fasse le quiz rapidement. Hélène, est-ce qu'on est paré? Alors, attends. Alors, on reste sur la tendance. Peut-être pas celle que Laurent a ouverte la semaine dernière en se moquant volontairement de moi. Moi, je vais être un peu plus fair-play. Vous allez le voir. On reste sur le sujet de la semaine dernière. Une émission avec 3 invités. Si vous l'avez suivi, vous aurez forcément tout bon. Si vous ne l'avez pas suivi, je pense que ça va le faire. On peut envoyer la première question. C'est bon. Alors, nous avons accueilli un avatar dans 20 minutes au carré la semaine dernière. Comment s'appelait son entreprise? Réponse A, Lucie et Associés. Réponse B, Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Réponse C, Lucy in the Sky with Diamonds. Je vous laisse le temps de répondre rapidement. Pierre ne dit rien. Deuxième
question. Alors, également invité de notre dernier stream, on en reparlera d'ailleurs demain, prenez votre exemplaire de 20 minutes. Loïc de Collect Online a lancé une plateforme dans le métavers. Quel est son nom? Réponse A, Métacasquette. Réponse B, Métagélant. Réponse C, Méta-Hurlant. On passe à la troisième question. C'est bon, t'as la bonne réponse? Pas facile, pas facile. C'est peut-être la plus compliquée. Laurent, donc, nous fait faux bon ce soir parce qu'il joue les animateurs, pardon, et non pas les alligators. Où donc? Réponse A, au Monoprix de Levallois, rayon fruits et légumes. Réponse B, au club Métavers. Réponse C, au club Mickey. Voilà, je vous laisse là-dessus. Normalement, vous devriez pas mal vous retrouver. On va faire quelque chose d'un peu atypique sur ce tirage au sort, puisque Hélène, que je remercie d'ailleurs, qui est toujours avec nous sur ce dossier, va tirer 4 personnes au sort. Il y en aura 3 qui gagneront le NFT qu'on va faire avec Pierre. Et le 4e gagnera, lui, l'exemplaire du jeu Wild Crypt auquel on a joué il y a 2 semaines, le jeu de Jean-Luc. La personne qui l'avait gagné ne s'est pas déclarée malgré nos nombreuses relances, donc tant pis. On rouvre cette parenthèse. Alors, c'était pas forcément prévu, mais bon, la page de la thermodynamique est quand même un sujet concret, mais il faut l'avouer, un peu complexe. Un peu complexe, faut le dire. Je vous renvoie d'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus, vers ton interview qui date un peu de Univers Bitcoin, qui a 1 an, je pense, l'an dernier, mais très intéressante, et où justement tu prends le temps de t'attarder sur cette question. Comment Bitcoin peut être partie de la solution, sachant que on le présente souvent, et on a fait nous-mêmes un dossier dans le numéro 1 de 20 minutes, où on s'interrogeait sur l'impact écologique, la consommation pour produire du Bitcoin via les ASICs. D'accord. Alors, sur l'utilisation d'énergie par Bitcoin, elle est selon moi assez vertueuse, dans le sens que le protocole Bitcoin, il est tel que les mineurs sont incités à chercher l'énergie la moins chère. Sinon, ils sont pas rentables. En gros, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Donc, celui qui trouve l'énergie la moins chère, ça veut dire qu'il va être le plus rentable, donc il va avoir la capacité d'investir dans ces ASIC. On va lui donner de l'argent pour investir, parce qu'en gros, il faut trouver de l'argent pour investir et s'installer comme mineur, je dirais, un peu professionnel. Donc c'est vertueux, pourquoi? Parce que l'énergie la moins chère, c'est quoi? C'est de l'énergie dont personne ne veut. Et l'énergie dont personne ne veut, contrairement à ce que disent certains intervenants dans des débats que j'ai encore entendus sur des chaînes françaises, il y a plein d'endroits où l'énergie, en fait, elle est dispo et il n'y a pas de preneur. Parce qu'en fait, la production d'énergie, elle est structurée pour faire face à des pics de consommation. C'est-à-dire qu'en gros, ce soir, par exemple, on a de la lumière, mais en fait, le soir, tout le monde veut de la lumière et lance sa machine. Et du chauffage. Donc, on va faire une production d'énergie pour répondre à ce pic de consommation le soir, parce que sinon, il y aurait des coupures de courant. Et c'est des choses qui se sont déjà vues d'ailleurs, quand justement la production ne peut pas suivre. Donc, on surdimensionne finalement la production pour répondre à ces demandes pics. Ce qui veut dire que le reste du temps, on a des surplus. Parce que l'électricité ne se stocke pas facilement. On peut avoir des batteries. Alors, les gens vont parfois répondre, ah ouais, mais on peut mettre des batteries. Non, les batteries, c'est pire que tout au niveau environnemental. Il faut aller chercher des terres rares, il faut extraire du lithium, du cadmium, je ne sais pas quoi. Et c'est pire que tout d'imaginer qu'on va stocker l'énergie sous forme de batterie. Donc en fait, on la stocke pas. Voilà, donc en fait, on la stocke pas. Et s'il y a des gens qui viennent la prendre, qui l'achètent, je dirais, pour en faire quelque chose, comme le font les mineurs Bitcoin, ça arrange tout le monde, parce qu'en fait, ça aide l'énergéticien à rentabiliser ses équipements, et finalement, la facture d'électricité sera plus basse pour tout le monde s'il y a des acheteurs, ce qu'on appelle l'acheteur de dernier ressort, qui achète le surplus. C'est logique, si vous avez quelqu'un qui vous achète le surplus, vous avez un business model plus favorable en tant que fournisseur d'énergie. Alors, c'est vrai pour les énergies renouvelables. Sur les énergies fossiles, il n'y a pas de surplus, puisque par définition, l'énergie fossile, c'est déjà un stock. Donc le stock, il est là depuis des millions d'années, il peut dormir encore des centaines d'années, on prend que ce dont on a besoin. Il n'y a jamais de surplus d'énergie fossile. La notion de surplus n'existe que sur les renouvelables. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que Bitcoin favorise le business model de ceux qui produisent l'énergie renouvelable. Donc pour moi, c'est vertueux. Fin de la discussion. Après, on peut me parler de la quantité d'énergie utilisée par Bitcoin. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de surplus. Et je confirme, il y a beaucoup de surplus. En gros, juste l'énergie perdue dans la production, je ne parle même pas des surplus, ça doit être 30% de la production d'énergie qui est perdue dans les
oléoducs, les gazoducs, enfin, tout ce qui est production électrique, les réseaux de distribution, etc. Donc, il y a de l'énergie qui est perdue et surtout, il y a de l'énergie en surplus en très, très grande quantité. Je pourrais vous citer les chiffres, mais c'est même pas la peine. Ça dépasse très, très largement l'utilisation qu'en fait Bitcoin. Bitcoin va prélever juste une partie de ces surplus. Donc, tous les gens qui parlent de l'utilisation soi-disant phénoménale et les comparent par exemple à des pays, ben non. Si on me dit que ça consomme autant que la Suisse, déjà le mot consommer déjà me met, c'est plutôt utilise autant d'énergie que la Suisse. Non, il n'y a aucun mineur en Suisse parce que l'énergie justement, elle a pas, y a pas de, elle est trop chère. Donc on va aller la chercher vraiment là où il y a des vrais surplus. En Suisse, ils vont pouvoir ils ont des barrages, ils vont pouvoir stocker. C'est vivable ça? Enfin, on l'a vu avec la Chine qui à un moment dit stop les mineurs. Après, ils vont se déplacer dans des pays du Moyen-Orient où ils vont poser quelques problèmes parce qu'ils consomment énormément d'électricité et ça fait grimper les prix. Enfin, là, alors, après, s'il y a des pays qui interdisent Bitcoin, là, on commence à avoir ce que j'appelle moi des distorsions du marché de l'énergie. Ça n'a plus rien à voir avec Bitcoin, évidemment. Si des tiers s'amusent à jouer avec l'accès à l'énergie, parce qu'en gros, c'est de ça dont on parle. On va commencer à dire aux gens, vous pouvez utiliser l'énergie pour ça, mais pas pour ça. Que ce soit Bitcoin ou autre chose. Si on commence à aller sur ce terrain-là, ben on va fermer, je sais pas moi, les stations de sport d'hiver, parce que le dirigeant du pays fait pas de ski, il va dire, on peut fermer les stations de sport, on va pas les alimenter, c'est pas grave. Non, si on commence à introduire des distorsions de marché, effectivement, on peut plus tenir de raisonnement économique en fait, puisque tout est possible à ce moment-là. On peut dire, en tout cas, si on interdit le minage en France, par exemple, ça n'aura aucun effet puisqu'il n'y a aucun mineur en France. donc, quand on me dit que ça va renchérir la facture d'électricité des gens, non, c'est pas possible, puisque les mineurs, ils sont essentiellement en Asie centrale et en Afrique. Alors pourquoi en Asie centrale et en Afrique? Parce que on est là-bas sur de la production d'énergie renouvelable, justement, sur des infras qui sont pas forcément connectés très bien à un réseau très maillé, très développé. Donc il y a des surplus évidents. Les gens, en gros, on ne peut pas stocker l'énergie. Donc le jour, ça alimente le village voisin, et la nuit, il y a un surplus, on peut l'utiliser. Mais c'est des pays qui se développent à vitesse grand V. C'est des oui, pays en mais Bitcoin ira chercher les surplus là où ils sont. Il ne faut pas imaginer que les surplus vont disparaître. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que on est vraiment sur quelque chose de structurel. Quand on produit de l'énergie renouvelable, c'est intermittent. Donc on va surdimensionner, et quand on surdimensionne, on a des surplus aux heures creuses, je dirais. Et aux heures creuses, là, s'il y a un preneur, ça rentabilise mieux l'infra d'énergie renouvelable, que ce soit un barrage, que ce soit une éolienne ou du solaire. Alors je crois qu'on a Black Pearl. On a pas mal de réactions, hein. Évidemment, c'est un sujet qui suscite pas mal de réactions. Black Pearl 31 qui nous dit « Je confirme, en Suisse, c'est pas vivable en fonction de la région. En fonction de la région, notre électricité augmente jusqu'à 60% pour les privés en 2023 et fera jusqu'à x5 pour les gros consommateurs. » C'est pour ça qu'il n'y a aucun mineur en Suisse. Oui, voilà, a raison. Voilà. A raison. Voilà. 5 minutes, on les garde, on les utilise? C'est avec plaisir. Alors j'ai une petite question, alors je la gardais de côté, parce que c'est celle du contexte. Moi j'avais une idée préconçue, c'est que je me suis dit, ok, la guerre en Ukraine, ça va montrer le côté valeur refuge et économie parallèle, mais dans le bon sens, du Bitcoin. J'ai lu plusieurs articles qui malheureusement datent un peu, j'en ai pas trouvé de récents, et c'est plutôt des articles qui datent des tout débuts de la guerre en Ukraine, qui disaient qu'en fait, ça avait pas tant été le cas que ça, et que ça marchait pas. Et je voulais savoir, d'une part, pourquoi, et si ça contredisait le potentiel de valeur refuge du Bitcoin. Objectivement, je pense que la valeur refuge, elle va jouer d'autant plus qu'on va avoir une technologie mature en termes d'adoption. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore une technologie émergente. Valeur refuge, ça ne marche que sur un effet de masse des investisseurs et des épargnants. Et pour ça, il faut sans doute attendre encore une dizaine d'années, voire un peu plus, pour que ça joue vraiment un rôle de valeur refuge égal avec l'or. C'est évidemment plus avantageux que l'or comme technologie, je dirais, de valeur, Bitcoin, puisque c'est de l'information, c'est pas de la matière et de l'énergie, c'est une représentation de l'énergie, c'est de l'information. Donc c'est plus efficace et c'est vertueux sur le plan de l'environnement, alors que le minage de l'or, je pourrais en parler aussi autant que du minage du Bitcoin, c'est vraiment désastreux pour l'environnement. Donc je pense que de toute façon, le simple fait de passer de l'or à Bitcoin, c'est bon pour l'environnement. Ça aussi pour répondre à une objection sur l'environnement et Bitcoin. Donc
je crois qu'on a quelque chose de vertueux. Alors, l'effet de l'Ukraine, je pense que c'est un peu circonstanciel. Là, on a un effet, en plus, c'est un événement relativement récent, hein, malgré tout. C'est 2022. Il n'y a pas beaucoup de recul. Donc, je pense que globalement, c'est difficile de tirer des conclusions. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Et je pense qu'il faut attendre une dizaine d'années avant qu'on puisse dire Bitcoin s'est installé comme valeur refuge. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de s'installer déjà comme monnaie, étalon monétaire international. C'est déjà une première étape. La valeur refuge, si on regarde le cours historique, c'est une valeur refuge, mais avec un horizon de temps qui est relativement long. C'est-à-dire, en gros, il faut garder ces bitcoins 3 ans pour être sûr de faire une plus-value, parce qu'entre-temps, il peut y avoir ce qu'on appelle ces bear markets. Il ne faut pas faire comme moi, c'est les acheter. Et puis, acheter, rentrer, sortir, c'est surtout pas. C'est les acheter pour les garder, je dirais, 3 ans, ce qui, du coup, sélectionne quand même des épargnants qui ont un peu de réserve de côté. Un peu de réserve devant eux. Donc, ça veut dire des épargnants qui, en gros, vont mettre une partie de leur épargne, et non pas un gros paquet. Ils vont mettre 10%, c'est-à-dire les 10% de leur épargne qu'ils savent ne pas avoir à toucher pendant les 3 ans qui viennent. C'est en gros, objectivement, quand on regarde l'historique des cours, c'est un peu ce qu'on peut observer. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mot de la fin et ton conseil, peut-être, à nos... C'est pas un conseil, c'est une observation. Bon, écoute, merci beaucoup, Pierre. Bon, je t'aurais bien gardé une heure de plus pour échanger. Avec plaisir. On a effleuré le sujet de la thermodynamie. Mais je suis content quand même qu'on ait pu aborder quand même le rôle de Bitcoin dedans. Je tenais à vous remercier tous. Alors, j'ai pas pris toutes les questions parce que elles sont surtout arrivées sur la fin. 28 qui dit, c'est moi où il y a un livre Stranger Things dans le fond. Oui, il y a un livre Stranger Things dans le fond. Et est-ce que vous avez vu que sur le plateau, il y avait aussi le mug 20 minutes. On les a reçus cet après-midi. Donc voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Oui, il y a plein de choses. Faut dire qu'on partage le studio avec l'équipe des sports. Donc forcément, on doit faire certaines concessions. Pierre, merci beaucoup. Merci à toi, on espère merci pour l'invitation. Une prochaine fois pour explorer encore plus ce sujet. Merci à la communauté 20 minutes, 20 minutes qui était là ce soir. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, mais surtout rendez-vous demain soir 19h30 dans Decentraland pour la distribution de 20 minutes en anglais et le concert de Buffalo. On en reparle demain dans le journal. N'oubliez pas, vous le retrouvez dans votre ville ou en PDF. Et puis merci Hélène, merci Pierre. Bonne soirée.